Le 6 octobre 2025, un événement marquant s'est produit dans le désert de Tindiban. Ce n'était pas simplement une bataille militaire, mais le début d'une révolution stratégique menée par Ibrahim Traoré. En quelques heures, un réseau de communication tactique combiné à des technologies locales a transformé ce lieu en un symbole de la souveraineté retrouvée de l'Afrique. Cette victoire sur le terrain n'est pas seulement une démonstration de force, elle questionne un paradigme longtemps ancré. L'Afrique peut-elle réellement se défendre sans l'aide extérieure ? Ibrahim Traoré, en réinventant la guerre, réécrit peut-être l'avenir du Sahel. Ibrahim Traoré n'a pas seulement conduit une offensive militaire, il a redéfini la stratégie de toute une région. La promesse du Sahel ne réside plus dans des actions ponctuelles dictées par des puissances extérieures, mais dans une vision partagée de la souveraineté et de l'autonomie. Ce changement de paradigme repose sur un principe fondamental. L'unité de 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour construire un futur commun sans dépendance. Mais cette ambition soulève des enjeux complexes. Le Sahel a pendant des décennies été une zone de fragilité, reliant des peuples à une histoire de colonisation et de lutte géopolitique. Ibrahim Traoré incarne une rupture avec cette histoire, mais sa démarche ne se limite pas à un simple rejet des anciennes structures. Il s'agit d'une construction patiente, d'une force collective, mais aussi d'une confiance qui doit encore se gagner. Si ce modèle réussit, il pourrait bien devenir une référence non seulement pour l'Afrique, mais pour toute la communauté internationale. Mais la route est semée d'embûches, le défi est de taille. Transformer cette alliance en un moteur durable de changement. Le Sahel, jusqu'à récemment, était perçu comme une région en crise, un carrefour de conflits interminables, de solutions temporaires et d'interventions extérieures. Mais ce 6 octobre 2025, tout a changé. Ce qui semblait être un simple mouvement militaire dans le désert de Tindiban s'est révélé être un tournant décisif. Ce détail, un convoi repéré au nord du Burkina Faso, n'était pas simplement un signe de tension. Il marquait le début d'une réorganisation profonde, orchestrée non pas par des forces étrangères, mais par les nations du Sahel elles-mêmes. Ibrahim Traoré a su voir au-delà du simple renseignement. Il a compris que le véritable défi résidait dans la capacité à coordonner des ressources locales et à intégrer des technologies souvent considérées comme obsolètes. Le renseignement local, les ingénieurs civils et les unités militaires ont été unifiés en un seul réseau de communication tactique, effaçant ainsi les frontières traditionnelles entre les sphères civiles et militaires. Ce changement n'a pas été spectaculaire mais méthodique. En moins de 48 heures, les 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont synchronisé leurs systèmes, grâce à une collaboration sans précédent. Là où l'on attendait des aides humanitaires et des conseils étrangers, l'autonomie a pris le dessus. Les drones, produits localement et adaptés aux conditions du désert, ont survolé le terrain pour collecter des informations cruciales. Les unités se sont déplacées la nuit, non pas pour fuir, mais pour observer et ajuster leur stratégie en temps réel. En peu de temps, les premières images satellites ont confirmé que la manœuvre sahélienne était une réussite, mettant en évidence la véritable nature de la victoire. La coordination et l'ingéniosité locale étaient devenues les armes les plus puissantes. Cette réorganisation radicale du Sahel a renversé des décennies de dépendance. Elle a montré au monde que l'Afrique, loin d'être un continent à secouer de l'extérieur, était désormais capable de dicter son propre tempo. Ibrahim Traoré n'est pas un chef militaire traditionnel. Là où d'autres leaders auraient recherché la gloire dans la victoire, il a préféré la cohérence et la méthode. Dès les premières heures après la bataille de Tindiban, il a évité les discours grandiloquents et s'est concentré sur un seul objectif, assurer la pérennité de la victoire en la transformant en un modèle. Ce qui le distingue, ce n'est pas sa capacité à mener une offensive, mais à instaurer un principe fondamental. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette phrase, prononcée calmement, a cristallisé l'essence de sa stratégie. L'unité au sein de l'Alliance du Sahel n'est pas une simple coopération militaire, mais un engagement à bâtir ensemble un avenir commun. Sous sa direction, les jeunes officiers, les ingénieurs locaux et les soldats se sont intégrés dans un même réseau de décision. Les ingénieurs burkinabés, par exemple, ont été chargés de concevoir des drones adaptés aux défis du terrain et non
importés de l'extérieur. Cette approche pragmatique a non seulement renforcé la sécurité du Sahel, mais a également permis d'intégrer les compétences locales dans la construction de la souveraineté. Ibrahim Traoré a compris que la victoire militaire ne suffisait pas à transformer le Sahel. Il fallait une stratégie qui touche au cœur même des structures de pouvoir et qui change la perception de la région. Le modèle qu'il a mis en place repose sur un équilibre délicat entre autonomie et coopération. Traoré incarne un changement qui dépasse les simples victoires sur le terrain. Il a redéfini ce que signifie être un leader dans une Afrique qui se relève. Le tournant stratégique du Sahel ne s'est pas joué dans la bataille, mais dans la manière dont cette dernière a été préparée et exécutée. Avant le 6 octobre 2025, le Sahel était un terrain de guerre où les interventions extérieures se succédaient, mais l'autonomie des pays de la région restait fragile. Ibrahim Traoré a pris la tête de l'alliance sahélienne avec une vision claire. Il fallait briser ce cycle de dépendance. La première étape de cette transformation a été l'intégration des ressources locales dans un réseau commun. Là où d'autres auraient cherché l'aide des grandes puissances, Traoré a choisi de mobiliser ses troupes et ses ingénieurs. Les drones, conçus par des techniciens burkinabés, ont rapidement montré leur efficacité. Ce changement n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques jours seulement, les 3 pays impliqués ont uni leurs efforts, et une nouvelle dynamique s'est formée. L'offensive militaire à Tindibin, bien que décisive, n'était qu'une partie de l'image. Ce qui a réellement marqué la différence, c'est la réorganisation des structures militaires et civiles sur le terrain. Les soldats, loin de simplement suivre des ordres, étaient désormais en mesure d'adapter leur stratégie en temps réel grâce à un réseau de communication numérisé qui reliait le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En 48 heures, la coordination entre ces pays était devenue presque parfaite. Les attaques surprises, qui avaient souvent marqué les batailles précédentes, ont perdu de leur avantage. L'adversaire, pris au dépourvu, ne pouvait plus anticiper les mouvements des forces sahéliennes qui étaient désormais toujours un pas en avant. Le rôle de la population locale a également été essentiel dans cette transformation. Les villages frontaliers, qui avaient longtemps vécu dans la peur et l'incertitude, ont été les témoins d'une nouvelle réalité. Là où l'intervention étrangère était perçue comme une solution, une prise en main locale a vu le jour. Les communautés locales ont été impliquées dans le processus, non seulement en tant que témoins passifs, mais en tant que participants actifs à la défense de leurs terres. Les initiatives locales ont également été renforcées par une réorganisation des infrastructures, notamment des routes commerciales et des réseaux de communication. Le résultat immédiat de cette approche a été une baisse significative des incidents armés dans la région. En seulement 6 mois, le nombre d'incidents violents dans le Sahel a chuté de près de 68%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de la stratégie mise en place par Traoré. Cette victoire n'a pas seulement eu un impact militaire, elle a aussi eu des répercussions profondes sur l'économie régionale. Avec la stabilité retrouvée, les routes commerciales autrefois fermées ont été réactivées, permettant un renouveau des échanges transfrontaliers. Les marchés périphériques ont vu leur volume d'échanges augmenter de 22% en 4 mois. Ce regain d'activité a non seulement renforcé l'économie, mais a également donné un nouvel élan à la coopération régionale. Il ne s'agissait pas seulement de la victoire sur un adversaire militaire, mais d'une véritable victoire sur les structures de dépendance qui avaient longtemps paralysé le Sahel. Ce succès a pris les observateurs étrangers de court. Ils ne comprenaient pas comment une coalition de pays sous sanctions, avec des ressources limitées, avait pu accomplir une telle performance. Les critiques les plus fréquentes soulignaient l'absence de soutien extérieur, le manque de ressources matérielles et la dépendance historique aux chaînes d'approvisionnement étrangères. Mais Traoré a répondu par une simple vérité. Ce n'est pas l'abondance de ressources qui fait la force d'un pays, mais sa capacité à maximiser les ressources disponibles. Et c'est exactement ce que l'Alliance sahélienne a fait. En fin de compte, le véritable changement ne réside pas seulement dans la victoire militaire de Tindibin, mais dans la manière dont ce succès a redéfini les rapports de force dans la région. Le Sahel n'est plus un simple réceptacle d'aide extérieure, mais un acteur capable de forger son propre destin. C'est ce modèle qui pourrait, si bien entretenu, devenir un exemple pour d'autres régions du monde.
Mais pour cela, il faut que l'Alliance sahélienne maintienne cette discipline et cette méthode. Ce n'est qu'en continuant à renforcer l'autonomie et la coopération régionale que le Sahel pourra se prémunir contre les défis futurs. Passons maintenant aux résultats concrets de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré. Il se mesure non seulement en termes de victoire militaire, mais aussi à travers des indicateurs quantifiables qui témoignent de l'efficacité de l'approche sahélienne. Lors de la bataille de Tindibin, les pertes humaines du côté de l'Alliance sahélienne ont été remarquablement faibles, avec moins de 20 soldats tués. Ce chiffre, bien inférieur à celui des coalitions étrangères menant des opérations similaires, montre la précision de la stratégie de Traoré. En comparaison, des missions similaires menées par des forces extérieures dans la même région ont enregistré des pertes jusqu'à 6 fois plus élevées. Cette faible perte humaine est attribuable à la méthode de combat basée sur la mobilité, l'intelligence et l'unité. Par exemple, le temps moyen de transmission des alertes a été réduit de manière spectaculaire, passant de 12 minutes à seulement 90 secondes. Ce gain de réactivité a permis aux forces de l'Alliance sahélienne d'adopter une stratégie de prévention, réduisant ainsi les risques de perte en vie humaine et augmentant l'efficacité de chaque intervention. Un autre indicateur clé a été la réduction des incidents armés dans la région. Avant la victoire de Tindibin, le Sahel enregistrait plus de 2400 incidents militaires par an. Cependant, après l'instauration du nouveau système de coordination, ce nombre a chuté de près de 68% en seulement 6 mois. Cette réduction spectaculaire témoigne de l'impact direct de la coopération entre les pays du Sahel, facilitée par les technologies locales et une meilleure communication stratégique. En outre, la réouverture des routes commerciales, qui avait été un défi majeur en raison de l'insécurité persistante, a également eu des résultats quantifiables. Le volume des échanges transfrontaliers a augmenté de 22% en l'espace de 4 mois, avec des routes reliant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette croissance économique a eu un effet domino, renforçant les économies locales et stimulant le commerce entre les villages frontaliers autrefois coupés du reste du monde. La transformation des infrastructures numériques a également joué un rôle central dans ce processus. 3 centres de renseignement, reliés par une dorsale numérique, ont remplacé des dizaines de postes de commandement isolés, permettant une circulation de l'information beaucoup plus rapide et plus fiable. Ces centres ont réduit les doublons administratifs, accéléré la prise de décision et amélioré l'efficacité de la gestion des ressources. Mais au-delà des chiffres, c'est l'impact psychologique et social de cette transformation qui est significatif. Dans les villages frontaliers, les populations ont retrouvé un sentiment de sécurité et de confiance. Les jeunes, qui auparavant cherchaient des opportunités à l'étranger, ont commencé à s'engager dans des projets locaux. Une enquête nationale a révélé que 42% des jeunes burkinabés préféraient désormais rester et construire leur pays, plutôt que de fuir vers l'étranger à la recherche de meilleures conditions de vie. Cette évolution démographique, encore plus marquée dans les zones rurales, représente une victoire sociale autant que militaire. Les résultats observés dans le Sahel, notamment en matière de réduction de la violence, de réactivation des échanges commerciaux et d'amélioration des infrastructures, sont autant de preuves que la méthode d'Ibrahim Traoré a non seulement changé la donne sur le plan militaire, mais a aussi jeté les bases d'une transformation économique et sociale durable dans la région. L'impact de la stratégie d'Ibrahim Traoré a suscité des débats, notamment parmi ceux qui remettent en question la durabilité de ce modèle. 2 arguments principaux émergent dans ce contexte, l'un défendant la méthode sahélienne comme un modèle de souveraineté pragmatique, l'autre la qualifiant de fragile et dépendante. D'un côté, les défenseurs du modèle soulignent que la méthode Traoré repose sur une discipline collective et une optimisation des ressources. L'absurde dépendance aux aides extérieures, qui a caractérisé le Sahel pendant des décennies, a été remplacée par une approche de gouvernance plus autonome. Traoré a réussi à rassembler les compétences locales, qu'elles soient civiles ou militaires, pour constituer un réseau intégré qui a permis une gestion efficace du territoire et de la sécurité. L'ingéniosité des techniciens locaux, les drones adaptés aux conditions du désert et l'optimisation des infrastructures ont permis à l'Alliance sahélienne d'être plus réactive que les interventions extérieures. Les chiffres de réduction des incidents armés et l'augmentation du commerce transfrontalier sont les preuves
tangible de ce succès. Cependant, l'opposition soulève un autre point, la fragilité de ce modèle face aux pressions extérieures, les ressources limitées et la vulnérabilité du Sahel face aux sanctions internationales restent des facteurs de risque. Bien que l'Alliance sahélienne ait démontré sa capacité à fonctionner de manière autonome, ses adversaires argumentent qu'une rupture totale avec les partenaires étrangers pourrait exposer les pays de l'Alliance à de nouvelles vulnérabilités économiques et diplomatiques. D'autant plus que le modèle repose en grande partie sur une coopération régionale extrêmement fragile, qui pourrait se fissurer en cas de tension interne ou de crise politique. Un autre défi réside dans l'instabilité politique qui pourrait ébranler cette dynamique. L'unité régionale, bien qu'efficace sur le plan stratégique, pourrait s'effriter si les acteurs politiques locaux ne parviennent pas à maintenir cette cohésion au-delà des victoires militaires. De plus, la concentration du pouvoir dans les mains de quelques leaders pourrait entraîner des déséquilibres de pouvoir et des tensions internes. Toutefois, bien que ces arguments soient légitimes, ils ne remettent pas en question l'essentiel. La méthode d'Ibrahim Traoré a ouvert une voie possible pour un Sahel plus autonome. Même si la route est semée d'embûches, les preuves accumulées depuis la bataille de Tindiban montrent qu'une Afrique plus souveraine est non seulement souhaitable, mais réalisable. Le tournant de la stratégie sahélienne n'a pas été un moment de gloire, mais un instant de calme réfléchi. Là où l'on attendait des éclats, Traoré a instauré un silence stratégique, celui d'un continent qui cesse de réagir à l'histoire et commence à la façonner. Ce changement de perspective se reflète non seulement dans la gestion de la guerre, mais dans la manière dont le Sahel se positionne désormais sur la scène mondiale. Les premières heures suivant la bataille de Tindiban ont révélé quelque chose de fondamental. L'Afrique n'est plus uniquement réactive, elle devient proactive. Cette victoire n'a pas seulement prouvé la supériorité de la méthode Traoré sur le champ de bataille, mais a montré au monde entier que le Sahel avait le potentiel de définir son propre destin. En effet, la stratégie mise en place ne s'est pas contentée d'assurer la victoire militaire, elle a préparé le terrain pour une nouvelle ère de souveraineté africaine. Ce qui a changé n'est pas seulement la dynamique militaire, mais le sentiment collectif d'unité et de possibilité. L'Afrique, loin de se contenter de survivre, se relève pour participer pleinement à la réécriture de son avenir. Les conséquences réelles de la victoire de Tindiban vont bien au-delà du champ de bataille. Dans les mois qui ont suivi, les pays du Sahel ont observé des changements notables non seulement sur le plan militaire, mais également dans leur tissu socio-économique et politique. Le succès de l'Alliance, incarné par Ibrahim Traoré, a engendré une série de répercussions profondes qui transforment durablement la région. Tout d'abord, la réduction significative de la violence dans la région a eu un impact immédiat sur la vie quotidienne des populations. Les chiffres sont éloquents. En l'espace de 6 mois, les incidents armés ont chuté de près de 68%. Ce calme relatif a permis la réouverture de nombreuses routes commerciales et un renouveau des échanges transfrontaliers. Dans les zones frontalières, autrefois laissées à l'abandon en raison de la violence, les marchés ont recommencé à fonctionner, stimulant ainsi une reprise économique importante. Le volume des échanges a augmenté de 22% en 4 mois, un chiffre qui témoigne de l'impact immédiat d'un environnement plus sécurisé. Le modèle de coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis une gestion plus fluide des ressources locales. La réduction des doublons administratifs et la vitesse de réaction face aux menaces ont renforcé l'efficacité de l'Alliance. Les centres de renseignement sahéliens, reliés par un réseau numérique commun, ont permis une collecte d'informations en temps réel, une amélioration notable par rapport au système d'avant. Cela a considérablement accéléré la prise de décision et renforcé la réactivité des forces de défense. Sur le plan social, la transformation est tout aussi marquante. La confiance des populations locales a été renforcée. Là où les jeunes cherchaient auparavant à fuir le Sahel, nombreux sont ceux qui ont décidé de rester et de participer activement à la reconstruction de leur pays. Une enquête a révélé que 82% des jeunes préféraient désormais investir dans le développement local plutôt que de chercher un avenir ailleurs. Ce phénomène est d'autant plus frappant dans les régions rurales où la jeunesse, autrefois désillusionnée, voit désormais un espoir de prospérité sans avoir à fuir à l'étranger. Le modèle sahélien a également eu un effet significatif sur la politique régionale.
La coopération entre les trois pays a renforcé l'idée d'une souveraineté partagée fondée sur des principes de solidarité et de gouvernance collective. Ce modèle de gouvernance a permis de redéfinir la manière dont les décisions sont prises. Au lieu d'attendre des solutions venues de l'extérieur, les pays du Sahel ont compris qu'ils pouvaient définir leur propre trajectoire. À l'échelle internationale, la victoire de Tindibin a provoqué des interrogations. Comment un groupe de pays sous sanctions, avec des ressources limitées et sans soutien extérieur majeur, a-t-il pu remporter une victoire aussi décisive? Les réponses se trouvent dans la discipline, la rigueur et l'efficacité du modèle Traoré. Cette victoire a montré que la coopération entre pays africains, fondée sur une souveraineté pragmatique et une vision collective, pouvait être une alternative viable aux interventions extérieures. Les conséquences de cette victoire sont également visibles dans les rapports entre le Sahel et le reste du monde. Les grandes puissances occidentales, longtemps habituées à dicter les termes de l'aide et de la sécurité, doivent désormais reconnaître que l'Afrique peut et doit définir son propre avenir. Cette reconnaissance est la clé d'un nouveau type de relations internationales, fondée sur le respect et la coopération égale. Les 6 à 12 mois suivant la victoire de Tindibin offriront 3 scénarios potentiels pour l'alliance sahélienne, chacun portant son lot de promesses et de défis. Le premier, le scénario de base, voit l'alliance renforcer ses institutions et maintenir un rythme de coordination efficace entre les 3 pays. Le Burkina Faso et le Mali et le Niger continueront à échanger des informations en temps réel, facilitant une réponse rapide aux menaces. Les infrastructures de communication, désormais solidifiées, permettront de maintenir une stabilité relative dans la région. Sur le plan économique, les routes commerciales déjà rouvertes continueront de voir leur activité croître lentement avec une augmentation des échanges commerciaux entre les pays. Toutefois, ce scénario repose sur la stabilité politique des 3 pays membres, et toute tension interne pourrait perturber cette dynamique. Le scénario optimiste envisage une extension du modèle sahélien à d'autres pays africains, créant ainsi un précédent pour l'ensemble du continent. Dans ce scénario, les réformes civiles, inspirées de la méthode Traoré, se poursuivent. Le modèle de gouvernance basé sur la souveraineté partagée se répand à travers l'Afrique, avec la création d'une fédération africaine des technologies de défense et de sécurité. Les marchés régionaux deviennent plus interconnectés, et la coopération transfrontalière se renforce, favorisant un environnement économique plus dynamique et plus intégré. Cependant, pour que ce scénario devienne réalité, il faudra une vigilance constante. La réussite ne doit pas se transformer en mythe, et la discipline instaurée par Ibrahim Traoré devra perdurer pour éviter que le système ne se fragilise sous la pression des intérêts externes ou des divisions internes. Enfin, le scénario pessimiste envisage un retour à une forme de dépendance. Si la fatigue politique s'installe et que les tensions internes augmentent, les sanctions internationales pourraient se renforcer et la coopération régionale pourrait se désintégrer. Les pays du Sahel risqueraient de voir leur capacité de coordination se fissurer, et le modèle basé sur l'autonomie pourrait être remis en question. L'instabilité politique, couplée à des fractures internes et à la pression des grandes puissances, pourrait entraîner une reprise des interventions étrangères, fragilisant ainsi la souveraineté nouvellement acquise. Dans l'ensemble, bien que chaque scénario présente des défis, la clé du succès réside dans la manière dont l'Alliance sahélienne saura naviguer entre ces possibilités. L'objectif pour les pays du Sahel sera de maintenir leur autonomie tout en cultivant une coopération pragmatique avec leurs voisins et partenaires internationaux. Le modèle de Traoré, qui repose sur la solidarité régionale et une gestion rigoureuse des ressources, devra être constamment adapté pour faire face à l'évolution des dynamiques internes et externes. C'est ainsi que l'Alliance pourra pérenniser son succès et potentiellement ouvrir la voie à un changement de paradigme pour l'ensemble de l'Afrique. Les conséquences de la victoire de Tindibin sont visibles non seulement dans les données économiques et militaires, mais aussi dans la manière dont elles touchent les individus. Ce succès, loin d'être uniquement un exploit militaire, a provoqué un changement profond dans la perception que les populations du Sahel ont d'elles-mêmes et de leur avenir. Dans les villages frontaliers du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la guerre ne fait plus partie du quotidien. Ce qui était auparavant une lutte pour la survie
est devenue une quête pour la reconstruction. Les jeunes, qui avaient l'habitude de fuir, ont commencé à avoir des opportunités à domicile. L'une des évolutions les plus frappantes est le taux d'engagement de la jeunesse. Selon une enquête nationale, plus de 80% des jeunes préfèrent désormais investir dans leur pays plutôt que de chercher des opportunités à l'étranger. Cette prise de conscience n'est pas un simple changement de mentalité. Elle témoigne d'une nouvelle forme d'espoir, enracinée dans la croyance que la souveraineté ne passe pas par l'aide extérieure, mais par la capacité à se prendre en charge. Ce sentiment d'appartenance, de pouvoir participer activement à la construction d'un avenir commun, est un levier puissant pour la stabilité régionale. Dans les écoles, les enseignants, inspirés par les actions de Ibrahim Traoré, ne parlent plus seulement de souveraineté comme d'un concept abstrait, mais comme d'une réalité palpable. Les jeunes en formation voient leur pays non pas comme un terrain d'attente, mais comme un lieu de possibilité. Le changement n'est plus perçu comme un événement lointain, mais comme une dynamique continue dans laquelle chacun joue un rôle. La victoire de Tindiban, bien plus qu'un succès militaire, est un symbole de ce que peut accomplir un peuple lorsqu'il se lève collectivement pour définir son avenir. Le chemin vers un Sahel plus autonome et plus stable ne s'arrête pas à la victoire de Tindiban. Pour que cette transformation perdure, un plan d'action précis et structuré doit être mis en œuvre. Ibrahim Traoré et ses alliés ont jeté les bases d'une gouvernance collective et pragmatique, mais la consolidation de cette nouvelle ère nécessite des étapes claires et mesurables. La première étape consistera à institutionnaliser l'unité au sein de l'Alliance. Cela passera par la création de comités mixtes où les pays membres pourront évaluer la coordination militaire, logistique et humanitaire de manière transparente. Ces réunions régulières, basées sur des indicateurs de performance clairs, seront essentielles pour maintenir l'efficacité du réseau. La deuxième étape sera l'industrialisation de la souveraineté. La fabrication locale de drones, de capteurs et d'autres technologies essentielles devra être développée à grande échelle. Les ingénieurs et les techniciens locaux seront formés pour répondre aux besoins spécifiques du Sahel. L'objectif est d'atteindre une production locale de 60% de l'équipement nécessaire d'ici les 2 prochaines années. Cette capacité à produire en interne renforcera l'indépendance technologique et économique de la région. La troisième étape se concentrera sur la formation par la pratique. Les jeunes officiers, qui ont montré leur aptitude à travailler avec des technologies et des systèmes complexes, devront être formés dans des ateliers d'analyse de données en partenariat avec des universités africaines. Ces formations permettront de renforcer la capacité d'anticipation et de réaction des forces de défense sahéliennes. En parallèle, une transparence totale sera instaurée. Un portail public permettra aux citoyens de suivre les progrès réalisés en matière de sécurité, d'infrastructure et de gestion des ressources.